Bienvenue sur Midi 1, c'est le livre dont tout le monde parle en ce moment, un essai passionnant sur les bouleversements géopolitiques au Moyen-Orient ou quand un virus vient faire bouger les lignes. Le prophète et la pandémie vient de sortir aux éditions Gallimard. Il est signé Gilles Kepel, politologue, chercheur, spécialiste de l'islam et du monde arabe. Gilles Kepel est notre invité aujourd'hui. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous répondez depuis Menton, dans le sud-est de la France. Dans Le prophète et la pandémie, vous expliquez comment cette pandémie qui a bouleversé nos vies, notre quotidien, comment elle a aussi rebattu les cartes au Moyen-Orient avec la chute des prix des hydrocarbures. C'est toute l'économie régionale qui a été bouleversée et les influences. Et pour vous, un personnage central a tiré son épingle du jeu, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et il y a une date clé, écrivez-vous, c'est le 24 juillet dernier. Que s'est-il passé ce jour-là, Gilles Kepel ? Merci de votre invitation. Merci à toutes les Marocaines et tous les Marocains qui nous regardent. Alors, le 24 juillet, c'est une date très importante dans l'affaire du Moyen-Orient parce que c'est l'anniversaire du traité de Lausanne, à la suite duquel Atatürk, qui avait mobilisé l'armée turque, a réussi à casser les plans des Européens qui voulaient couper l'Anatolie en petits morceaux par le traité de Sèvres. Et donc, c'est l'Atatürk victorieux, l'Atatürk militaire, dans lequel le président Erdogan s'inscrit, dans la foulée de laquelle il s'inscrit, pour tordre le bras à l'Atatürk laïque qui avait désacralisé Sainte-Sophie, qui avait été mosquée après la chute de Constantinople en 1453, avant c'était une basilique byzantine, pour en faire un musée destiné à être, selon ses termes, un cadeau pour l'humanité. Et ce faisant, Erdogan essaie de s'emparer du langage de l'islam politique au Moyen-Orient et dans le monde arabe en général, puisque c'est aussi le moment où le grand pèlerinage, le Hajj, va se dérouler. Les dirigeants saoudiens respectent scrupuleusement les règles contre la pandémie. Il y a très peu de monde pour éviter une explosion de la contamination dans le monde musulman. Les images de la Mecque ne montrent pas une situation de force, mais plutôt une situation de prudence et de prophylaxie, alors qu'à Istanbul, il y a des images de foule en liesse qui se manifestent derrière le président, et c'est une tentative de s'emparer de l'hégémonie sur le discours de l'islam, un peu comme l'avait fait Khomeini en 1989, après la fameuse fatwa contre Salman Rushdie le 14 février, qui servait aussi à masquer la victoire du djihad sunnite et des Américains le lendemain, quand l'armée soviétique avait quitté Kaboul, conduisant à la chute du mur. Donc on voit bien comment, dans ce contexte de bouleversement complet, un certain nombre d'acteurs s'efforcent de tirer leur épingle du jeu, ce que j'appelle dans le livre l'axe fréro-chiite, allié en soutien à l'islam politique des frères musulmans, face à ce qui sera une autre entente qui va s'établir, l'entente d'Abraham, initiée par le président Trump à la fin de son mandat, mais qui va rassembler avec Israël, qui avait déjà fait la paix avec l'Égypte et la Jordanie, les Émirats, le Bahreïn, c'est-à-dire derrière, bien sûr, le soutien saoudien, le Soudan et, bien sûr, et c'est important pour ceux qui nous écoutent, le Maroc. Alors, le prophète et la pandémie, vous auriez pu l'appeler les prophètes, puisqu'il y a, vous le disiez, Mohamed, mais aussi Abraham. Absolument, oui, c'est la figure prophétique, si vous voulez. C'est aussi parce que dans les moments de bouleversement, de troubles qui sont terribles, qui sont ceux que nous vivons en ce moment, parce que toutes nos habitudes ont changé, tous nos repères ont changé, évidemment, toutes sortes d'appels messianiques, de croyances reviennent au premier plan, et dans une espèce de bouleversement global des règles, puisque ce qui s'est passé en 2020 au Moyen-Orient, finalement, a été quelque chose qui a complètement changé la donne, rebattu les cartes, et c'est ça qu'il faut penser. On peut aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, mentionner le problème des hydrocarbures. Le pétrole s'effondre à moins $36 le baril le 20 avril, ensuite il va remonter,
et les économies du Golfe essayent de penser l'après-pétrole. Tout le monde en parlait, l'accord de Paris sur le climat, etc. Mais là, tout d'un coup, ça prend une réalité très forte. Et à mon sens, c'est ça qui va favoriser et accélérer ce rapprochement qui était déjà en cours, en coulisses, entre les pétromonarchies et Israël. Les pétromonarchies disposent de fonds souverains gigantesques. Abu Dhabi, c'est à peu près 1000 milliards de dollars sous gestion, toutes catégories confondues. Ils vont se rapprocher de la high-tech israélienne, de la start-up nation israélienne pour construire l'après-pétrole. Ce sera l'hydrogène vert, par exemple, qui est en train d'être mis en place dans le nord-ouest saoudien par le prince Mohammed Ben Salman. Cet apaisement des relations avec certains pays arabes, est-ce qu'il peut servir la cause palestinienne ? Alors, c'est compliqué parce que c'est à la fois renforcé, mais ça bouleverse la donne en Israël même. Le 23 mars, il va y avoir des élections pour la nouvelle Knesset. Benjamin Netanyahou est en position difficile. Il faut absolument qu'il les gagne, sinon il risque de se retrouver en prison. On voit une redistribution des cartes, mais on voit aussi toutes sortes d'acteurs nouveaux qui se mettent en place. Et ça, c'est l'un des aspects absolument extraordinaires et passionnants de cette année 2020. Et j'ai essayé d'écrire ce livre justement à chaud. Bien sûr, j'avais écrit d'autres livres avant, mais j'ai essayé de mettre ces événements en contexte pour bien les comprendre. Et c'est intéressant, bien sûr, pour le Moyen-Orient, mais comme on le voit avec l'accord maroco-israélien, ce sont des choses tout à fait incroyables. Quand vous pensez que Meir Ben Shabbat, le conseiller national de sécurité israélien, dont les parents sont nés au Maroc, est venu au Maroc et a prononcé la bay'a à Sa Majesté Mohammed VI. Vous voyez, on voit bien comment toutes les choses sont en train de se transformer, alors avec évidemment des facteurs d'optimisme d'un côté, mais également des éléments de préoccupants, puisque on ne sait pas très bien quels seront les nouveaux équilibres qui vont se mettre en place. C'est pour ça qu'il est important, à mon sens, de bien comprendre et de bien étudier le phénomène. C'est ce que, à ma modeste place, j'ai tenté de faire. Gilles Kepel, il nous reste très peu de temps. Une question qui intéresse notre région avec un événement important qui est intervenu en décembre. Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Ça aussi, ça bouleverse la donne. Et c'est un coup dur pour l'Algérie qui a déjà du mal sur sa scène intérieure. Oui, bien sûr, ça bouleverse très profondément les équilibres au Maghreb, puisque la légitimité du pouvoir algérien était bâtie principalement sur le soutien au Front Polisario. Et au moment où le président Tebboune a subi différentes difficultés sanitaires, a dû se faire soigner en Allemagne plusieurs fois, on a l'impression que les dirigeants algériens ne savent pas de rien comment gérer la question du Hirak, qui a de nouveau commencé à manifester, un an après son déclenchement originel. Donc on voit bien que tout ça va obliger les différents pays du Maghreb, différents gouvernements du Maghreb, probablement à se mettre autour de la table et à arriver à discuter pour construire un Maghreb commun, puisque, y compris pour nous, vu d'Europe, les bisbilles maghrébines posent de très gros problèmes, puisque ça se traduit par des difficultés de sécurité, d'immigration clandestine, de terrorisme, de trafic de drogue, etc. Et d'une certaine manière, ce qui se passe au Moyen-Orient, avec une réconciliation entre des acteurs qu'on croyait irréconciliables, pourrait peut-être fournir une voie pour la sortie de crise ou de guerre froide, entre guillemets, au Maroc, qui serait bénéfique, je crois, pour l'ensemble de la Méditerranée occidentale. Avec un autre souci, c'est la stabilité de la Libye. Le Maroc est engagé dans ce dossier en se montrant très opposé aux ingérences extérieures. Et on en revient au début de notre entretien, on en revient à la Turquie d'Erdogan. Oui, effectivement. Alors, je crois que les choses vont beaucoup changer aussi parce que l'année 2020, c'était la dernière année de la présidence Trump, le président Trump avait tout passé à M. Erdogan, avec lequel les deux familles étaient en affaires. Il avait passé le fait notamment que la Turquie avait acheté des missiles S-400 à la Russie.
ce qui fait que la Turquie n'a pas pu avoir accès aux nouveaux bombardiers furtifs F-35 américains. Aujourd'hui, les enjeux sont beaucoup plus complexes et on voit bien que M. Erdogan fait un marche arrière dans ses relations avec la Turquie, dans ses relations avec la France aussi, où le langage très agressif envers Emmanuel Macron aujourd'hui a été mis un peu sous le boisseau, et un nouvel ambassadeur, qui était l'actuel ambassadeur de Turquie en Tunisie, M. Ali Önaner, qui est allé faire l'École nationale d'administration à titre étranger en même temps qu'Emmanuel Macron, est nommé à Paris, donc on peut peut-être espérer que les choses vont s'améliorer. Le prophète et la pandémie, ça vient de sortir aux éditions Gallimard. Merci Gilles Kepel d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média.